Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, on parle de nos déchets alimentaires, ménagers, électroniques. Avec la crise sanitaire, nos déchets se multiplient comme jamais. Certains, comme les déchets métalliques, peuvent être une réponse, vous le verrez, aux pénuries de matières premières que nous vivons actuellement. Le plastique est l'un des plus gros fléaux pour la nature et les océans. Alors peut-on imaginer une vie avec un plastique recyclé à l'infini? Reportage dans cette émission. Batteries électriques, déchets ménagers, eau usée, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, nous expliquera comment on sait quasiment tout recycler. Mais d'abord, tout ce qu'il faut savoir en matière de déchets en moins d'une minute, c'est parti. Déchets, de quoi on parle au juste? Chaque année, nous produisons 326 millions de tonnes de déchets, 5 tonnes par habitant. Le secteur de la construction est le plus gros producteur avec 224 millions de tonnes, suivi par les entreprises qui en émettent 63 millions, et enfin les ménages qui en produisent 39 millions. Mais tous les déchets ne se ressemblent pas. Il y a les déchets dangereux. Par exemple, les équipements électriques et électroniques, les piles, les aérosols, les résidus de peinture, les solvants, les insecticides. Ils représentent 3% des déchets. Les 97% restants sont non dangereux. Le verre, le carton, le plastique peuvent être recyclés. Les déchets de jardin ou les restes de repas sont biodégradables. Certaines ordures ménagères peuvent être utilisées comme combustible pour produire de la chaleur ou de l'électricité. C'est la valorisation énergétique. Les déchets issus du BTP, comme le béton ou les briques, ne produisent aucune réaction et peuvent être réutilisés sur d'autres chantiers. Mais au fait, que deviennent nos déchets? 6% servent à la valorisation énergétique, 28% sont éliminés et 66% sont recyclés. La crise sanitaire a-t-elle changé notre regard sur les déchets? On en parle avec vous. Abderrahmane El Aoufir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Derichebourg Environnement. On parle ici maintenant des déchets métalliques. C'est votre métier, donc nos vieilles voitures, nos vieux frigos. On en produit 14 millions de tonnes par an en France. C'est beaucoup ou pas, 14 millions? 14 millions, c'est la quantité produite chaque année à peu près de déchets. Déchets métalliques. Déchets métalliques qui sont produits chaque année en France. C'est l'équivalent à peu près de 14 millions de véhicules, de voitures. Voilà, sachant qu'on en vend 2 millions, ça fait 7 années de vente, de voitures. Il se trouve que tous ces biens de consommation en fin de vie, vous les recyclez, mais ces déchets métalliques, aujourd'hui, ils valent de l'or, vous le savez, avec les prix des matières premières qui flambent, les matériaux, c'est tout bénef pour vous. Les matières premières est un métier qui est très cyclique. Les prix varient en fonction de l'offre et de la demande. Mais aujourd'hui, c'est haut. Aujourd'hui, c'est très haut parce que avec la crise sanitaire, il y a eu un décalage entre l'offre et la demande. Les usines se sont arrêtées. Et puis pendant la crise. Et puis après, la demande est repartie, et bien repartie. Et il y avait pas suffisamment de matières premières. Et donc voilà, la demande étant supérieure à l'offre, les prix ont monté. Voilà. On parle beaucoup justement des pénuries de composants, de matériaux. Le recyclage de nos frigos, de notre machine à laver ou de la voiture, c'est une réponse aussi quelque part face à ces problèmes de pénurie de matière? Alors, il y a deux façons de produire de l'acier. On produit de l'acier à partir du minerai. Donc, on prend du minerai de fer et du coke et on produit de l'acier. Le deuxième procédé, c'est de produire à partir des ferrailles recyclées. Ce qu'on appelle la filière électrique. Il va de soi que cette filière électrique va se trouver, je dirais, beaucoup plus favorisée parce que la crise sanitaire a été un accélérateur de tendance et donc la dimension environnementale a pris beaucoup de place. Et donc aujourd'hui, les sidérurgistes, nos clients sidérurgistes, ils sont tous en train de réfléchir comment produire de l'acier à partir de la filière électrique et à partir des ferrailles de recyclage. Donc, c'est une bonne chose à la fois pour la planète, oui. Pour nous. Donc, le déchet métallique est vu de plus en plus comme une matière première secondaire. C'est ça. Effectivement, c'est une matière première issue du recyclage. Voilà. Quels sont les déchets métalliques les plus recherchés aujourd'hui par vos clients, les industriels? C'est quoi? C'est le cuivre, l'acier, parce qu'on voit les cours qui flambent? Alors, on fait la distinction entre ce qu'on appelle ferraille, pour schématiser, c'est tout ce qui prend aliment, et tout ce qui est non ferreux, comme le cuivre, le plomb, l'aluminium, le bronze, le laiton. D'accord. Aujourd'hui, je dirais que tout est demandé, hein, il n'y a pas de différence, sauf que les métaux non ferreux sont à des prix beaucoup plus élevés que ce qu'est la ferraille. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la ferraille, on va être entre 350 et 400 € la tonne. Le cuivre, on est plutôt entre
7 000, 7 500 euros la tonne. Hein, d'accord. Donc et les secteurs qui achètent, c'est quoi? Ce sont les constructeurs automobiles, le bâtiment, les producteurs d'acier? D'accord. Alors, nos clients, ce sont les sidérurgistes pour ce qui est ferraille, pour produire de l'acier, et les métallurgistes pour ce qui est métaux non ferreux. Les sidérurgistes produisent ce qu'on appelle les produits plats, à savoir la voiture. La voiture, c'est le principal consommateur. Ou, par exemple, les réfrigérateurs, les machines à laver, ou les produits lents. Les produits lents, c'est pour la construction. Ce sont des poutrelles, des cornières. Ça coûte combien de recycler un réfrigérateur? Alors, aujourd'hui, il y a le coût de recyclage en soi, c'est à peu près 300 € la tonne, ce qui fait à peu près 15 € un réfrigérateur, sachant qu'un réfrigérateur, il a un poids moyen de 50 kg. D'accord. Après, vous le revendez combien? Ça vous coûte 300 € la tonne? Ça, c'est le coût de revient, le prix de revient. D'accord, donc ça, c'est les amortissements, le personnel, l'énergie. Le fait de recycler le frigo. Ouais. Après, il y a... Quand vous le revendez, vous le revendez à combien? Alors, c'est différent. Il y a différentes composantes dans le réfrigérateur. Il y a de la ferraille, il y a des métaux non ferreux. En moyenne, alors? Oui, alors on peut dire aujourd'hui 400, 450, mais le problème, il faut savoir que nous, on achète. On n'a pas... je veux dire, quand les prix augmentent, c'est pas comme si on avait un puits de pétrole. Quand les prix augmentent, on augmente aussi nos prix d'achat. Il faut récupérer des réfrigérateurs, des carcasses de voitures. À des prix plus chers. On vous les vend plus cher. Oui, on les vend plus cher, mais on les achète aussi plus cher. Est-ce que la crise sanitaire a changé un petit peu notre regard sur les déchets métalliques, même au-delà de ça, du côté à la fois des consommateurs, des industriels? On s'est rendu compte que tout ça était utile, qu'il y avait une seconde vie, que c'était vertueux pour la planète et en plus que c'était rentable. Alors, pour nous, on continue de faire toujours le même métier, le recyclage des déchets métalliques. C'est au niveau de nos clients qui se sont rendus compte aujourd'hui, avec la décarbonation de l'économie, qu'il fallait changer de méthode. On ne peut plus travailler à partir du minerai, qu'il fallait donner la priorité aux matières premières secondaires issues du recyclage. Et donc, pour nous, c'est une bonne chose, puisque on est assuré d'avoir... La demande sera toujours là. Donc, notre métier, si vous voulez, existera toujours. Après, ce qu'il faut, c'est quand on lance un produit fabriqué avec des métaux très en amont, il faut penser à son recyclage dès le début. C'est ça aussi la clé, non? C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc, aujourd'hui... Ça se répand de plus en plus? D'accord. Alors... Ou trop lentement? Aujourd'hui, on pourrait dire que pratiquement elle n'existe pas. Avec le démarrage des REP, ça veut dire la responsabilité élargie des producteurs, on espère qu'avec les producteurs, on s'assoit autour d'une table et de leur dire voilà, qu'il ne faut pas mélanger trop de produits dans une seule machine parce qu'après, il faut penser à leur recyclage et pour ne pas polluer. Rien que dans une voiture, il y a des dizaines et des dizaines de sortes de plastiques. Pour séparer ces plastiques entre eux, il y a des plastiques qui sont recyclables à 100%, il y a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est très difficile de les séparer. On finit là-dessus, on n'a jamais autant recyclé aujourd'hui. Les déchets, ce traitement des déchets qui explose. Et c'est encore une fois une bonne nouvelle pour la planète. Oui, tout le monde a pris conscience qu'il fallait recycler. Tout le monde. Donc, de plus en plus, on va aller chercher le dernier point de déchets métalliques. Avant, on laissait par exemple 2 ou 3 points qui partaient en centre d'enfouissement ou en incinération. Donc, aujourd'hui, les exigences sont très strictes et on va chercher le dernier point de métallique dans le déchet. C'est une bonne chose pour la planète. Bon, voilà, merci Abderrahmane El Aoufir, directeur général de Derichebourg Environnement. Merci. Merci beaucoup. Le plastique est une catastrophe pour l'environnement, mais heureusement, de plus en plus de solutions existent pour le recycler. Manuel Legre. Les déchets plastiques s'accumulent sur notre planète. En 6 ans, les industriels en ont produit près de 7 milliards de tonnes, dont 80% ont fini dans des décharges, dans la nature, mais aussi dans nos océans. Et la pandémie a considérablement aggravé la situation, avec 8 millions de tonnes supplémentaires de déchets plastiques. Une situation alarmante qui empire chaque jour. Dans les années 50, la planète produit 2 millions de tonnes de plastique et atteint 450 millions de tonnes en 2015. Aujourd'hui, dans le monde, 1 million de bouteilles plastiques sont vendues chaque minute. Alors comment faire face à ces déchets qui pullulent sur notre planète ? À Bayonne, chez Suez,
Olivier et ses équipes donnent une seconde vie à 30 000 tonnes de bouteilles plastiques chaque année. Cette usine traite les bouteilles qui sortent des centres de tri pour en faire des paillettes qui seront ensuite réutilisées dans des bouteilles neuves. Il s'agit du recyclage mécanique. Le principe est simple. Olivier récupère les bouteilles en plastique usagées, les broie jusqu'à obtenir des paillettes. À partir de ça, il peut recréer de nouveaux objets. Mais Olivier ne sait recycler qu'un type de plastique, le PET, celui qui est à base de polyéthylène et très présent dans l'emballage alimentaire. Alors pour le repérer dans cet amas de détritus, il fait confiance aux nouvelles technologies. Alors le trait optique, c'est quoi? Ce sont des caméras infrarouges qui permettent de reconnaître la matière dans laquelle est faite la bouteille. Et nous, on va conserver que la matière en PET. Une fois ces bouteilles identifiées par les caméras infrarouges, nettoyées puis broyées, elles sont empaquetées dans ces sacs et vendues aux industriels pour une seconde vie. Si on parle de rendement matière, quand on rentre 100 kg à l'entrée de l'usine, on va ressortir 70 kg environ de PET, de paillettes PET prêtes à être réutilisées. Un rendement élevé, mais qui aurait ses limites. Nous avons rendez-vous à Clermont-Ferrand chez Carbios, les spécialistes de la chimie verte. Et selon le directeur général Martin Stéphan, le recyclage mécanique est d'un ancien temps. Ils prennent imaginez des déchets plastiques comme des bouteilles, ils les broient, ils les fondent et ils refont des granulés qui vont permettre de fabriquer à nouveau des bouteilles. Le problème, c'est que pour fabriquer une bouteille transparente à base de plastique recyclé, il faut utiliser comme déchets des bouteilles transparentes. Donc déjà, c'est assez limité. Ensuite, ce cycle peut être fait 6 ou 7 fois, mais pas beaucoup plus, parce qu'à la fin, le produit a été trop fondu et trop coupé, et donc n'a plus les qualités nécessaires pour fabriquer des bouteilles. Martin Stéphan nous reçoit dans son usine expérimentale de recyclage, dans un lieu tenu secret. Grâce à son procédé révolutionnaire, il ne serait plus soumis à ces contraintes et pourrait répéter l'opération à l'infini. Avec notre technologie, tous ces déchets plastiques, que ce soit des mélanges de bouteilles transparentes, colorées, opaques, des mélanges de textiles polyester comme celui-ci, ou des mélanges de bouteilles transparentes comme celui-là, grâce à notre technologie à base d'enzymes, on est capable de fabriquer du PET, donc du polyester, que ce soit pour fabriquer des bouteilles ou que ce soit pour fabriquer des fibres. Et ça, on va le faire autant de fois qu'on veut. Vêtements en fibre, bouteilles, emballages, Martin parvient, grâce à une enzyme, à récupérer sans les détériorer les molécules d'origine de ces plastiques PET aujourd'hui usagés. Il les transforme en plastique PET vierge sous forme de petites billes blanches. Un système vertueux et écolo qui permet à l'infini de fabriquer sans avoir recours à la pétrochimie. C'est plus cher, forcément. Mais malgré ça, la plupart des grands donneurs d'ordre de PET pour l'emballage se sont tous engagés à utiliser de plus en plus de plastique recyclé dans leurs emballages pour embarquer l'ensemble de la société dans un nouveau mouvement, une nouvelle économie. Et ils sont prêts à payer un surcoût pour ces emballages. Carbios ouvrira en 2025 sa première usine de recyclage à grande échelle. Une innovation prometteuse, mais qui a ses limites, puisque cette usine ne s'attaquera qu'au PET et non aux autres plastiques. Plastique, batterie électrique, eau usée, déchets ménagers. Le marché du recyclage est très prometteur et c'est une bonne nouvelle pour la planète. Bonjour Antoine Frérot. Bonjour David. Ça va? Très bien, et vous-même? Très bien, PDG de Veolia, installez-vous. En revanche, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, c'est qu'en France, seulement 28% du plastique est recyclé. C'est trop peu, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on est et pourquoi est-ce qu'on est à la traîne? Parce qu'on est à la traîne quand on se compare par rapport aux Européens. Oui, parce que au niveau mondial, c'est moins de 10%. Ouais. Hein. Alors, ce 28%, il n'est pas suffisant, mais il progresse, puisque c'était 24% il y a 2 ans. La raison pour laquelle on est seulement à 28%, c'est qu'on n'a pas encore assez d'utilisateurs de plastique recyclé pour fabriquer de nouveaux objets en plastique. Parce que les industriels qui utilisent du plastique avaient leur propre mécanisme de production et
Ils rechignent un progressivement. petit peu à utiliser du plastique recyclé? Ils sont peut-être trop lents, on va dire, mais ça progresse et la bonne nouvelle, c'est qu'en 2021 justement, on va encore monter et l'année prochaine encore davantage. Oui, parce que, le plastique recyclé, ça peut coûter encore plus cher que la résine vierge. Même si avec le prix des hydrocarbures qui monte beaucoup, ça Ouais. va sans doute à un moment s'inverser. Mais ça monte progressivement. C'est vrai que les 28%, on en collecte et on en trie plus que 28%. Veolia a multiplié par 4 depuis 5 ans ses unités de recyclage de plastique, mais nous n'avons pas encore assez de clients pour acheter ce plastique recyclé. Ça va venir très progressivement, mais enfin, je pense que dans quelques années, on sera à 40%. La France est engagée à tendre vers 100%. C'est pas 40%, c'est 100% de plastique Oui. recyclé en 2025. Est-ce que c'est mission impossible? Parce que l'objectif, je suis pas un expert, n'a pas l'air très, très contraignant. C'est une ambition, les Voilà. 100%, bien évidemment. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais pour en recycler 100%, il faudrait peut-être inciter, voire peut-être contraindre ceux qui utilisent du plastique tous les ans à en mettre de plus en Donc plus. il faudrait un cadre Donc, réglementaire plus strict sur l'usage du plastique recyclé par les industriels, c'est ça le sujet? réglementaire ou incitatif. Ah, c'est pas la même Euh, chose, hein? non, mais les deux fonctionnent. Vous savez, si le plastique recyclé coûte moins cher que le plastique vierge, si polluer coûte plus cher que ne pas polluer, C'est vous allez incitatif. voir les acteurs tout de suite, bien évidemment, s'aligner. Et je pense que progressivement, c'est ça qui va venir se mettre en place. Vous produisez des cartes SIM, hein, puisqu'on parle de recyclage du plastique, des cartes SIM à base de plastique recyclé, notamment issues des réfrigérateurs. On en produit 4,5 milliards dans le monde, des cartes SIM, donc le business, il est énorme. Oui, mais enfin, on n'en est qu'à la première Ouais. carte recyclée. Et donc là aussi, c'est un démarrage, c'est un début. Le plastique de les réfrigérateurs, effectivement, c'est le même plastique qu'on utilise dans les cartes SIM. Et donc c'est pour ça que c'est de là qu'on le recycle. Là aussi, on est au début d'un processus, mais effectivement, dans quelques années, ça sera 1 milliard, puis 2 milliards, et un jour, on arrivera aux 4 milliards de cartes SIM chaque année avec du plastique recyclé. Et pas seulement du plastique d'ailleurs, mais également d'autres produits. Antoine Frérot, est-ce que vous consommez des yaourts? Ça m'arrive. Bon, vous me voyez venir. On consomme 130 yaourts par an et par habitant, Oui. et la plupart des pots de yaourt ne sont jamais recyclés. Le plus souvent, ils sont incinérés ou enfouis. Est-ce que c'est trop complexe à recycler ou est-ce que économiquement, c'est pas assez rentable pour les recycleurs de le faire? Vous savez qu'il existe de nombreuses sortes de plastique, plus d'une centaine. 5 types de plastique représentent 80% du plastique qu'on utilise. Les pots de yaourt, c'est pas dans les 5, c'est du PVC, et donc aujourd'hui, on sait techniquement très mal le recycler. Et c'est pourquoi, ça peut paraître bizarre, parce que le plastique des bouteilles d'eau, on sait très bien le recycler, ceux des bouteilles de shampoing, ceux des pare-chocs de voiture, par exemple. Mais pas les pots de yaourt. Mais pas les pots de yaourt, Parce que encore, pourquoi? parce que dedans, il y a des molécules qui sont très complexes à recycler afin de refabriquer une résine plastique qui donne les mêmes qualités techniques Donc que on le bute sur une plastique vierge. contrainte technique. Pour l'instant, oui. On parle de la voiture électrique, Antoine Frérot. Pourquoi? Parce qu'avec l'essor des ventes de voitures, il faudra dans quelques années, 2030, peut-être même avant, recycler des millions de batteries électriques, millions dans le monde évidemment, hein. Sachant qu'une batterie doit être retirée d'un véhicule quand elle perd 30% en gros de sa performance. La bonne nouvelle, c'est que 90% de ces matériaux d'une batterie électrique, on peut théoriquement les recycler. Non seulement on peut, mais on le fait déjà, figurez-vous. Pour les peu de batteries électriques qui arrivent en fin de vie, puisqu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui Oui. encore, on sait le recycler. Et dans une usine de Veolia en Moselle, on recycle plus de 97% de la batterie. Non seulement la coque, le métal, les plastiques, mais on sait également recycler dedans des métaux rares et des matières rares. Allez, je vous ai apporté là, quelque chose dans ce petit flacon, c'est du carbonate de lithium Ouais, pur à 99,9%. C'est exactement ce lithium qu'utilisent les fabricants de batteries neuves. ouais. Eh bien, Lithium qui est extrait à l'autre bout du monde, hein. oui, d'habitude des mines, en Chine ou au Chili. Bon, Ouais. celle-là, elle est extraite des batteries usagées, les premières, dans notre usine de Dieuze en Moselle. Donc on sait extraire le lithium, comme le cobalt, comme le zinc, et comme les autres matières. Donc On sait déjà on le donne faire une seconde vie donc, à tous ces matériaux. voilà, ce qui est évidemment très bon pour l'environnement et pour la planète. Oui, parce que les batteries, en plus, c'est un polluant.
Ouais. Et c'est un déchet toxique, une batterie. On ne peut pas la laisser se traîner dans la nature comme ça, c'est très polluant. Si on veut stopper la rareté de ces matières premières ou la surexploitation des sous-sols, il est important de donner aux déchets une deuxième vie et les transformer en ressources. Pas seulement lithium, cobalt, cuivre, qu'est-ce qu'il y a Zinc. d'autre? Dans une batterie, vous trouvez... Tout ça vaut cher aujourd'hui en plus. Ah oui, le Quand on voit cobalt et le prix. lithium et le zinc, mais surtout le cobalt et le lithium, absolument. D'ailleurs, vous ambitionnez d'être, je crois, le champion européen là-dessus, sur du recyclage de la batterie électrique. Absolument. Il y a beaucoup de compétiteurs là-dessus qui se positionnent. Il y en Parce a que c'est un pas encore un marché aujourd'hui, mais il est en devenir. Eh ben, il y en a, comme c'est un marché en devenir, il va y en avoir de plus en plus. Et c'est pour ça aussi que Veolia s'est associé avec 2 partenaires, Solvay, pour la chimie fine et le dernier stade de purification de ces métaux récupérés, et Renault, parce que Renault sera un grand utilisateur en fabriquant des batteries pour ses véhicules électriques de ces matériaux. Un petit mot de l'eau. Face à la rareté de l'eau, est-ce qu'il vaut mieux dessaler l'eau de mer ou recycler les eaux usées? Il faut mieux recycler les eaux usées. Pour 2 raisons. D'abord parce que... Et pourquoi pas les deux, en général? Alors, on peut faire les deux, mais quand on réutilise les eaux usées, normalement, on en a assez puisque tout ce qui a été utilisé peut être recyclé. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de lit mer partout non plus, et donc il n'y a pas d'eau de mer partout. Et ça coûte surtout moins cher de recycler les eaux usées. Aujourd'hui, les eaux usées sont peu recyclées, non? Très peu. 4% dans le monde, 1% seulement en France. Mais vous avez des pays qui n'ont pas assez d'eau potable, d'eau propre naturelle, d'eau non salée. En Israël, par exemple, on recycle 90% des eaux usées. Mais même en Espagne, on en recycle 18%. En France, pas assez, parce qu'on avait encore suffisamment d'eau. Mais de plus en plus, on va y venir, et pas seulement pour des usages d'irrigation ou d'arrosage, mais également pour des besoins d'alimentation des populations, ou même, en cas de besoin, d'eau ultra pure pour des usines qui nécessiteraient une pureté particulière. Antoine Frérot, en matière de déchets, il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, on sait transformer nos déchets ménagers en énergie. 40 000 habitants de l'île sont chauffés par l'énergie produite par incinération de leurs déchets. Et là, on se dit qu'on est totalement dans l'économie circulaire. On est au début de quelque chose, là aussi. Comment ça marche? Non, c'est déjà bien avancé, cette idée de valorisation énergétique des déchets. Les déchets, plutôt que rien en faire, autant en fabriquer de l'énergie. Mais il est encore plus intéressant d'en fabriquer une nouvelle matière première. Et c'est une réutilisation, un recyclage, une économie circulaire plus noble. Il y a plusieurs manières de fabriquer de l'énergie avec les déchets. La première, c'est de les incinérer pour les détruire, et tant qu'à faire, de récupérer la chaleur ou cheminer des usines et de chauffer des logements, des bureaux. Et ça, on le fait depuis longtemps. Mais il y a une autre manière de le faire aussi. On peut les enfouir, ces déchets, dans certains cas où c'est intéressant. Parce qu'une fois enfouis, si le centre d'enfouissement est bien conçu, on récupère le biogaz. Et il y a beaucoup d'endroits dans le monde où, avec le biogaz des décharges, eh bien, on alimente en gaz naturel des villes et des industries. Et ça se fait de plus en plus. On a parlé beaucoup du méthane à la COP26 à Glasgow, en disant que le méthane était un gaz à effet de serre puissant. On a les capacités de récupérer ce méthane, au moins sur les centres d'enfouissement de déchets. Donc, on peut faire avec ces déchets un carburant. Et puis, on peut faire encore mieux que d'utiliser des incinérateurs. On peut les travailler, ces déchets non recyclables, et en faire un carburant qu'on puisse stocker. Vous savez que le problème de l'énergie, c'est souvent qu'on ne peut pas la stocker. Oui. C'est le cas de l'électricité, par exemple. Eh bien, avec des déchets non recyclables, on peut faire un carburant spécifique qui est renouvelable, qui de toute façon émettrait, en se décomposant, des gaz à effet de serre. Là, en l'utilisant en carburant, on économise autant d'énergie fossile qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans le sol. Il y a un type de déchet qu'on n'a pas évoqué et qui est prometteur en matière de recyclage. Ce sont les déchets organiques. Les feuilles mortes, les tontes de pelouse, les déchets des restaurants, les résidus d'industrie agroalimentaire. Pour en faire quoi, là? Des engrais biologiques, pour remplacer les engrais chimiques. Et on le fait déjà largement, mais on va devoir beaucoup continuer, puisque les engrais chimiques, ça utilise beaucoup de gaz naturel. On peut l'économiser en utilisant des déchets organiques. Et puis un jour, ces mêmes déchets organiques, au-delà même des fertilisants, on va les transformer, me semble-t-il, en protéines pour nourrir le bétail et ainsi économiser des calories qui pourraient être réservées aux humains lorsqu'il faudra nourrir 10 milliards de personnes. On en aura bien besoin. Avec moins d'eau.
avec moins d'énergie, avec moins de sol si on ne veut pas déforester, eh bien on en aura bien besoin, vous avez raison. Et la transformation écologique, vous savez, c'est un enjeu très vaste. Donc on a encore beaucoup à inventer. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Antoine Frérot, donc le PDG de Veolia, merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable. Émission à voir ou revoir sur Public Sénat ou en replay sur publicsénat.fr. Rendez-vous dans 2 semaines.